Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média, que vous nous regardiez sur YouTube, sur notre canal 165 de la Freebox, sur Molotov ou sur lemediatv.fr. Nous avons besoin de vous. L'extrême droite est au port du pouvoir et impose ses idées à travers des médias financés par des milliardaires pour apporter un autre son de cloche dans un paysage audiovisuel toujours plus à droite, voire à l'extrême droite. Le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, nous voulons porter les voix de celles et ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Au cœur de l'actu, c'est tout de suite. Cette semaine, Israël a intercepté la flottille Madeleine, un bateau humanitaire transportant des médecins, eurodéputés et journalistes vers Gaza en eau internationale. Parmi eux, Rima Hassan, députée, et Yanis Mamdi, journaliste de Blast. Ils ont été transférés en prison, puis certains d'entre eux ont été expulsés vers la France. Le docteur humanitaire Baptiste André, la militante écologiste Greta Thunberg et le journaliste d'Al Jazeera Omar Fayyad. Mais une autre affaire émerge, le traitement médiatique de cette crise. Rima et Yanis sont désignés comme des activistes ou des militants et sont privés ainsi de leur qualité de députés et de journalistes. Certaines rédactions se dédouanent de leur devoir de solidarité en désignant Yanis Mamdi, journaliste de Blast, comme un simple militant. Une partie des médias français se soustrait volontairement à son devoir de solidarité professionnelle. Leur arrestation pose une question fondamentale. Que défend-on vraiment? La démocratie ou nos convenances? Ce soir, nous recevons Lisa Leger, vice-présidente de la Société des journalistes de Blast, et Jean-Baptiste Riboire, fondateur du média d'Off Investigation. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Alors, Yanis Mamdi fait partie des 12 personnes à bord de la flottille de la Liberté qui ont été arrêtées par la marine israélienne. Il a été arrêté pour avoir fait son travail de journaliste. On écoute. Bonjour, je m'appelle Yanis Mamdi et je suis journaliste à Blast. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai probablement été arrêté par l'armée israélienne alors que j'exerçais mon métier de journaliste. Je demande donc à mes collègues, mais aussi au gouvernement français, d'exiger ma libération et aussi la restitution de mon matériel. Yanis a réalisé également plusieurs travaux dans son documentaire Netanyahou, portrait d'un criminel de guerre. Il dresse un portrait critique du Premier ministre israélien, l'analysant au regard du droit international ainsi que sur ses actions en Palestine. Yanis s'est rendu en Cisjordanie pour filmer Alice in Sutherland. Sa présence sur la flottille, ses vidéos ont permis de dénoncer les conditions d'arraisonnement et de montrer une prise de risque professionnelle et non pas seulement militante. On écoute. C'est l'homme le plus puissant d'Israël. Cela fait plus de 15 ans au total que Benyamin Netanyahou gouverne l'État hébreu. La société israélienne est suffisamment folle pour le maintenir. Bourreau des Palestiniens, I, the Prime Minister of Israel, care more about Palestinians than their own leaders do. mais aussi bourreau des Israéliens. C'est l'un des hommes les plus discrets du quinquennat d'Emmanuel Macron. La France l'a découvert à l'été 2018, quand le Sénat enquêtait sur l'affaire Benalla. Je le jure. Ce jour-là, Alexis Kohler explique en quoi consiste son rôle à l'Élysée. Le secrétaire général est le collaborateur direct du président de la République, probablement son principal collaborateur, et pilote l'action de la présidence et des équipes de la présidence, en particulier en ce qui concerne les politiques publiques. Donner son sang. Une démarche noble, altruiste. Mais pour sauver des vies, le plus admirable, c'est d'aller jusqu'à donner son plasma ou ses plaquettes. Problème. Ce geste présenterait un risque toxique. Au cœur du dysfonctionnement, des machines de la société américaine Haemonetics qui équipent encore aujourd'hui les établissements français du sang. Donc, Lisa, tu es représentante de la SDJ de Blast.
Est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit se trouve la rédaction en ce moment, avec ce qui se passe avec votre confrère ? Oui, bonsoir. Alors, moi, je co-préside la Société des journalistes de Blast avec Yanis. La rédaction, nous, on est très mobilisés depuis le début de la semaine, évidemment. On a été très inquiets aussi. On a réussi toute la semaine à avoir des informations via son avocate, donc ce qui nous permettait de nous accrocher quand même pas mal à ça. Et puis, voilà, on est dans un état d'esprit où on redescend pas vraiment. On se mobilise pour lui, on se mobilise, comme vous l'avez dit avant, pour que Yanis ne soit pas disqualifié non plus en tant que journaliste. Donc, on est sur le pont pour communiquer, pour renseigner au mieux le scandale qu'est son arrestation. Et puis, on continue de travailler à côté par ailleurs et de continuer à informer sur ce qui se passe. Et justement, quand les médias français parlent de Yanis comme d'un militant, quel signal est-ce que ça renvoie de la profession ? Mais je pense qu'il y a des gens qui se sont interrogés sur la présence de Yanis à bord. Pour nous, c'est envers Blast en tout cas un signe de confiance que d'avoir contacté Yanis pour en faire partie. Et je pense que c'est aussi une manière de manifester de l'intérêt pour tout le travail qu'on a fait pour dénoncer le génocide à Gaza depuis 2 ans. Et il faut simplement le voir comme ça. C'est pas forcément parce qu'il y avait uniquement 12 personnes à bord que la présence de journalistes comme Omar et Yanis n'était pas possible. C'est-à-dire qu'heureusement qu'ils ont été là à bord pour transmettre les messages des 10 autres à bord aussi. Heureusement qu'ils étaient là au moment de l'arrestation aussi pour montrer l'impunité des autorités d'Israël à ce moment-là. Donc voilà, chacun avait son rôle sur cette flottille. Le rôle de Yanis et Omar était de documenter ce qui se passait. Est-ce que vous savez si on leur a retiré leur rush ou en tout cas leur matière journalistique ? Non, on ne sait pas encore. Ok. Et selon vous, Jean-Baptiste, quel signal justement est-ce que ça renvoie de parler de ces journalistes-là comme des militants plutôt que comme des journalistes ? D'abord, moi Yanis, je le connais depuis 3 ans, donc c'est un super journaliste que j'ai connu aux médias, qui est venu bosser, faire des documentaires chez nous à Investigation, comme celui dont on a vu un extrait, donc une enquête sur Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron quand même. Yanis, il a enquêté sur le cœur de l'État français avec vraiment talent. Il bosse depuis longtemps chez Blast avec non moins de talent sur des sujets internationaux comme la Cisjordanie et autres. Donc déjà, c'est juste un jeune reporter super courageux qui bosse pour des médias indés, pas pour des milliardaires ni pour l'État. Donc je veux dire, il devrait être super respecté par l'ensemble de la France. Et de voir que le pouvoir politique en France arrête pas de parler de militants, alors qu'il y a juste un journaliste français arrêté dans des eaux internationales et en fait kidnappé juridiquement, et de voir que la plupart des confrères de la grande presse média mainstream, moi j'appelle ça les médias des milliardaires ou de l'État, passent leur temps à traiter Yanis de militant, il y a quand même un léger souci, parce que c'est juste un journaliste. Et donc ça affaiblit sa défense, ça le disqualifie, et c'est grave parce qu'il y a... Alors, toute la presse n'est pas dans cette idée-là. J'ai vu qu'il y avait des communiqués de la SDJ, de BFM qui se réveillent. Bon, oui. Super, on est content qu'ils se réveillent. Après BFM TV, sur le conflit Israël-Gaza, il y aurait beaucoup à dire. Mais je veux dire, ça fait quand même plusieurs jours qu'il est détenu et arrêté illégalement. C'est le silence abyssal à Paris. Et dans les grands médias français, il est traité de militant. Donc c'est absolument dégueulasse. J'espère que c'est pas parce qu'il s'appelle Yanis Mamdi, quoi. Ouais. Et justement, donc, il y a Reporters sans frontières qui a exigé sa libération immédiate, qui a condamné son arrestation et qui vient de lancer également une tribune. Il y a le Comité pour la protection des journalistes qui a appelé la France et l'Union européenne à intervenir diplomatiquement. Et donc également plusieurs médias indépendants qui ont exprimé leur soutien. En revanche, comme on vient de le dire, les grands médias traditionnels restent largement silencieux. Est-ce qu'on peut parler d'un double déni, à la fois professionnel pour l'un et institutionnel pour l'autre ? Lisa ou Jean-Baptiste. Juste un exemple, nous on a essayé de contacter les autorités françaises cet après-midi, c'est intéressant, donc on a envoyé un mail à l'Élysée, un autre au Quai d'Orsay. Donc en général, ces gens-là méprisent tellement la presse qu'ils ne nous répondent même pas, surtout qu'on est un média indé. Là, ils répondent, donc l'Élysée répond, je dis super, je dis à notre chef, c'est cool, ils ont répondu, ils ont dit quoi ? Donc l'Élysée répond pour dire, parlez au Quai d'Orsay. Je dis ok, donc Quai d'Orsay il dit quoi ? Il dit on a fait un communiqué pour quand même dire que c'était pas bien. Quand ça, au moment de l'arrestation, d'accord, il y a plusieurs jours. Et oui. Le communiqué, c'est même pas il faut le libérer, tu vois, c'est un communiqué super mou. Donc le seul truc qu'ils ont à fournir, c'est un communiqué qui date d'il y a plusieurs jours. T'as envie de leur dire, mais en fait, vous dormez ou quoi ? C'est comme François Bayrou. Enfin, je sais pas, réveillez-vous, il y a un journaliste arrêté, il y a des Français qui sont détenus. J'ose pas imaginer que si un reporter de France 2 s'était retrouvé dans cette situation, ça aurait pas bougé un peu plus, quoi. Moi, je me souviens d'époque où les enlèvements de journalistes en Orient, ça suscitait beaucoup plus d'émotions. Et là, c'est pas le cas et c'est vraiment dégueulasse, quoi.
On reviendrait justement sur le double standard. Lisa ? Oui, moi je pense que le double déni professionnel institutionnel vient justement des médias mainstream qui, pendant toute une semaine, pendant la traversée de la flottille, ont disqualifié la mission de cette flottille qui était à la base, on le rappelle quand même, pour tenter de briser le blocus de Gaza. Et donc pendant 7 jours de la flottille, on a vu sur les plateaux des gens complètement se moquer en fait de cette mission-là et invectiver absolument tous ceux qui étaient présents sur ce bateau. Donc en fait, au moment de l'arrestation, il y a tout ce traitement médiatique qu'il y a eu en amont qui s'est déversé encore plus au moment de l'arrestation. Il faut quand même rappeler que ça fait, on est jeudi, ça fait 4 jours qui sont détenus, en tout cas pour ceux dont c'était encore le cas aujourd'hui, et pour Yanis et Pascal encore demain. Donc ça fera 5 jours, et voilà, donc c'est 7 jours de la semaine dernière plus 5 jours de cette semaine. Ça a été un envenimement quotidien de tout ça. Donc je pense que le déni, il vient de gens qui se disent la flottille a été disqualifiée toute la semaine, on ne s'empêchera pas du coup de le faire, quitte à dire de Yanis que c'est un militant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est dans le côté médiatique qu'il y a eu sur la flottille qui est encore aujourd'hui. Et justement, donc on parlait du silence aussi du gouvernement français. Donc François Bayrou a évoqué hier, je cite, une instrumentalisation de la part des militants du Madeleine, sans parler aussi des autres déclarations qui disaient la croisière s'amuse ou encore le selfie yacht. Pourquoi, selon vous, cette initiative a suscité autant de mépris par certains médias mainstream, mais aussi par la classe politique française ? Moi, je pense qu'ils sont très gênés parce qu'en fait, ce que démontre cette initiative humanitaire et de communication, parce qu'ils ont voulu aussi attirer l'attention sur le drame de Gaza, ce qui est légitime et humain. En fait, si tu les écoutes, ce que ça montre en creux, c'est une espèce d'immense inaction des autorités françaises, un immense double standard entre l'Ukraine et Gaza. Enfin, on connaît tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même 50 000 civils tués à Gaza, dont des femmes et des enfants depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et je veux dire, on attend quand même un tout petit peu de courage des déclarations françaises. C'est juste abyssal ce qu'ils font rien. Et voilà. Donc moi, j'y vois un racisme d'État super clairement. Et cette flottille mettait ça en évidence avec un grand succès international, des médias qui s'y intéressaient. Je crois qu'Yanis est un héros à Gaza. Il paraît qu'il y a des Gazaouis qui portent sa photo sur les plages avec Yanis. Bon, je veux dire, donc c'est un mec qui va devenir et Rima aussi, des héros mondiaux pour une partie de cette planète, quoi, qui n'a pas de raison d'être méprisée. Et en France, c'est comme si tout le monde se cachait. On avait honte d'eux, quoi. C'est super bizarre, quoi. Ouais. Et pour vous, Lisa ? Oui, je rejoins Jean-Baptiste là-dessus. Et puis c'est vrai que pour parler de Gaza quand même, nous on travaille avec un correspondant qui s'appelle Mohamed El Saïf. Et quand je vois les messages qu'il m'envoyait toute la semaine dernière, où il était sincèrement inquiet pour Yanis, parce qu'en fait ils ont énormément suivi la flottille là-bas avant que leur communication soit coupée aujourd'hui. Donc ils suivaient notamment les lives d'Al Jazeera de Omar. Et c'est vrai que Mohamed prenait énormément de nouvelles de Yanis. Je pense qu'il y a aussi l'opinion publique qui s'est levée grâce à la flottille aussi. On l'a vu avec les rassemblements partout en France et puis dans le monde un peu aussi, mais notamment à Paris cette semaine, quoi. En fait, ça a permis de mettre en lumière, en fait, tout simplement l'initiative de la flottille et de dénonciation du génocide à Gaza. Et puis je rejoins aussi Jean-Baptiste pour dire qu'il y a un racisme d'État là-dessus qui fait que les autorités françaises ne sont pas très actifs, voire pas du tout. Et justement, on a pu s'entretenir avec Baptiste André, donc médecin humanitaire qui est à bord de la flottille de la Liberté. Il revient sur ses conditions de détention. On l'écoute. Il n'y a pas eu d'acte de violence physique, mais j'ai été moi-même témoin, notamment concernant Greta Thunberg, de privation de sommeil. Dès qu'elle s'endormait, les soldats venaient la réveiller. Enfin, pas les soldats, les services de l'immigration. Dès que l'un de nous s'endormait, la musique était mise à fond, les services de l'immigration dansaient devant nous. De difficultés d'accès à l'eau et à la nourriture. Il a fallu plus de 3 heures pour obtenir un bout de pain. Comme vous l'avez vu, évidemment, aucun accès aux sanitaires. Ensuite, nous ont été présentés des documents que j'ai signés, c'est pour ça que je suis ici,
qui sont des documents qui sont complètement fallacieux, qui s'appellent une demande de déportation, c'est le terme qui est utilisé par les services israéliens. Donc on voit avec tout ce qui s'est passé du point de vue du gouvernement et des médias, avec tout ce langage qui a été utilisé aussi pour discréditer leur action. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon aussi, ça n'a pas porté atteinte à ce qui leur est arrivé, à leur arrestation, et d'une certaine façon, ça l'a rendu acceptable pour en tout cas ceux qui ne sont pas, on va dire... éveillé sur la question, parce qu'il y a eu, moi j'étais présente justement à l'aéroport, et il y avait des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait des médias qui étaient venus justement pour interviewer Baptiste André. Bah oui, évidemment que c'est le but, c'est de discréditer un peu les gens qui se battent. Moi, sur l'histoire de journalistes militants, ça commence un peu à m'échauffer les oreilles. Je vous donne un exemple. Il y a un festival de journalisme à Couture-sur-Garonne cet été, organisé par le groupe Le Monde. Nous, on vient de faire une grosse enquête qui mettait en cause le principal actionnaire du Monde, Xavier Niel, et ils nous disent vous allez pouvoir participer à un débat sur le journalisme militant, quelles limites au journalisme militant, etc. Et en fait, il y a un moment, tu as envie de leur dire, mais en fait, toi, tu travailles pour un gros actionnaire qui soutient le président. France Télévisions, ça travaille pour l'État, sous le contrôle de l'État, avec des dirigeants des rédactions nommés par quand même très proches du gouvernement. Et nous, on est juste payés par des citoyens et vous nous traitez de journalistes militants. Donc, il y a quand même une inversion accusatoire qui est absolument surréaliste. Et pareil pour Blast et pour les autres. Et donc, il y a un moment donné, tu as envie de dire aux confrères et aux consoeurs qui sont majoritairement au service et employés par des milliardaires et par l'État, mais réveillez-vous, quoi, en fait. Elle est où l'information libre dans cette histoire? Et on est sur un niveau de propagande actuellement sur Gaza ou sur d'autres sujets qui devient abyssal. Après, je terminerai juste sur un truc. Moi, il y a un truc qui me fait plaisir. Ça fait plaisir. Je constate un truc qui m'a intrigué. Le jour, je regarde BFM TV sur le Rassemblement de la République. Oui. Et tu vois un envoyé spécial de BFM TV qui raconte et tout. Alors tu dis, tiens, c'est marrant, je vais voir qui c'est. Puis c'est marqué journaliste BFM TV. Tu dis, ah ouais, l'autre, il a plus de nom et tout ça, il se cache, c'est marrant. Mais je vais quand même voir son visage dans 2 minutes. Et là, t'attends. Et en fait, quelqu'un qui te parle sur des images de la place, tu vois jamais son visage en fait. Donc ils en sont à un point où ils se cachent, comme à une certaine époque où dans les banlieues, TF1 enlevait la marque TF1 des voitures tellement ils étaient hostiles aux populations des quartiers et donc ils se faisaient caisser leurs voitures, donc ils se cachaient, ils enlevaient les étiquettes des caméras, etc. Ça c'était déjà il y a longtemps. Et là aujourd'hui, par exemple, BFM TV n'ose pas assumer d'être présent à la place de la République. Et quand une journaliste de France Info y va, avec une ligne éditoriale de France Info et des conneries qui ont été faites, je parle notamment de Gaza, la Côte d'Azur, etc. Oui. Forcément, ça énerve les gens. Donc, les gens dans la rue, ils commencent à protester contre ces médias et donc ça crée des altercations. Donc, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas qu'il faut menacer les journalistes, mais moi, ce qui me frappe, c'est que la colère dans la population contre ces grands médias de propagande, cette colère, elle monte. Et je trouve ça positif. Et c'est intéressant que dans notre profession, on s'interroge un peu aussi sur nos pratiques professionnelles, quoi. Lisa ? Moi, je voudrais ajouter que sur le terme militant, en tout cas, on parle bien sûr des grands médias qui l'utilisent, etc. Mais nous, on a noté à plusieurs reprises depuis le début de la semaine que l'information et cette qualification de militant pour Yanis venait d'abord de l'AFP. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, l'AFP a donc qualifié Yanis de militant et ce matin encore. Nous, on avait signalé au Monde notamment, peut-être à un autre média aussi, mais au Monde notamment que Yanis était journaliste, donc ils l'ont modifié. Mais l'AFP a diffusé cette information-là fausse en fait de Yanis comme militant. Donc c'est repris et la faute a été répandue notamment via l'AFP en fait. Et justement, qu'est-ce que ça en dit aussi sur les agences de presse? Parce que c'est pas n'importe quel média, ça reste la référence française en tant qu'agence de presse. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas rare, mais quand on s'adresse, comme a dit Jean-Baptiste, à des médias critiques comme les nôtres, notamment pour des journalistes qui travaillent sur des sujets d'antiracisme, de féminisme, d'anticapitaliste, c'est pour aussi disqualifier ce travail-là, parce que c'est un travail qui peut déranger, qui peut bousculer les hiérarchies qui sont en place. Et ça a été, c'est le cas de Yanis qui, dans les reportages que vous avez montrés au début de l'émission, on voit très bien les sujets qu'il traite et c'est des sujets qui peuvent déranger. Donc c'est une manière d'invisibiliser des médias comme les nôtres.
Concernant l'AFP, donc l'agence France Presse, agence mondiale de référence française, etc., il serait temps qu'on s'interroge un peu sur le côté agence de référence, parce que moi je prends un autre exemple, enfin il y en a 200, mais quand on a fait une enquête sur le patrimoine d'Emmanuel Macron il y a quelques temps à Off Investigation, donc on a examiné ses déclarations de patrimoine, il avait triché, menti, arrangé un peu la réalité sur beaucoup de sujets, et il a gagné beaucoup d'argent sur un deal Pfizer-Nestlé en 2012, on ne sait pas où il a planqué ses revenus, et donc c'est un vrai sujet. Et l'AFP, alors, non seulement ne relaye jamais le travail qu'on fait, bien sûr, parce qu'on est des abrutis, mais font une dépêche totalement fallacieuse en disant la banque Rothschild dément. Et je dis, ah bon, la banque Rothschild dément? Moi, ce que je savais, c'est qu'un communicant faisait le tour de Paris pour faire croire que la banque Rothschild démentait. Donc je dis, il est où le communiqué de démenti? J'ai jamais eu de réponse de l'AFP. Donc quand une agence gouvernementale française de cette importance mondiale se permet ce type de comportement, de mépriser l'information au point de même pas répondre à des gens comme nous qui avons fait 4 mois d'enquête sur un sujet, c'est juste un scandale. Donc moi, ça fait un moment que l'AFP commence à me courir un peu sur le système. Et donc il serait temps que les gens s'interrogent sur l'éthique de tous ces médias qui passent leur temps à nous parler de liberté, d'éthique, de machin, de comité, de trucs bidules. Enfin là, sur l'exemple que tu donnais sur Yanis, qui est traité de militant par l'AFP depuis des jours et des jours, c'est juste un scandale, parce qu'en plus, ça le met en danger. Donc à un moment donné, ça suffit, quoi. Et malheureusement, cette stratégie n'est pas nouvelle. Elle est souvent aussi appliquée aux journalistes palestiniens qui sont systématiquement qualifiés d'agents de propagande ou de militants par certains grands médias. Comment justement cette exclusion du champ de la solidarité journalistique elle se justifie? Parce que d'une certaine façon, on voit qu'il y a eu énormément de journalistes palestiniens qui sont morts et il y a eu très peu de médias, j'entends en dehors des médias indépendants bien évidemment, de médias mainstream ou justement d'agences de presse qui ont parlé de ces journalistes palestiniens qui sont morts pour avoir fait leur travail. Oui, les journalistes palestiniens, dès le début, ont été disqualifiés en tant que journalistes. Et je rappelle qu'il a fallu quand même attendre qu'une journaliste de CNN entre à Gaza, il me semble que c'était fin 2023, début 2024, accompagnée de l'armée israélienne, c'est quand même important de le préciser, pour qu'une partie de l'opinion publique prenne en considération les crimes d'Israël, la souffrance du peuple palestinien et des Gazaouis, là en l'occurrence. Et Israël empêche toujours les journalistes étrangers d'entrer à Gaza, donc les journalistes palestiniens sont nos seuls yeux, nos seules oreilles, et sont des journalistes, point. De nationalité palestinienne si on veut, mais sont des journalistes, point. Et nous, heureusement que voilà, on a ce contact Mohamed El Saïf, heureusement qu'il y a Rami Abou Jamous pour Orient 21 qui donne la parole à leur peuple à travers leurs reportages, leurs paroles, leurs voix, mais dans d'autres médias un peu mainstream, c'est vrai que par exemple TF1 invisibilise aussi les noms de leurs reporters, ça avait été signalé par Khadija Toufik. Alors qu'on leur envoie les noms. Tout ça, c'est petit à petit des manières d'invisibiliser et de discréditer les journalistes palestiniens dont, oui, plus de 220 ont été tués par Israël, quoi. C'est une hécatombe et c'est un scandale, mais en fait, moi, ça me rappelle aussi la situation dans ce qu'on appelait la sale guerre en Algérie dans les années 90. C'est-à-dire qu'en fait, la première réflexe d'un État qui veut s'en prendre à une population, déjà, c'est de fermer les portes pour qu'il n'y ait pas de témoins. Ouais. La première chose, c'est personne ne rentre, et ça a été le cas donc à partir de 92 en Algérie de manière majeure. Pendant plusieurs années, c'était extrêmement compliqué de rentrer, ou alors on rentrait sous escorte et tout. Donc Israël a fait la même chose à Gaza. Donc premier scandale, déjà, on dit à toute la presse internationale, vous ne rentrez pas. Donc sur un niveau de violence de ce type, c'est juste totalement inacceptable. Nous, les journalistes, si on nous dit vous rentrez pas, on doit revenir à 50 et se dire mais non, il faut absolument qu'on rentre par tous les moyens. Donc je dis pas que c'est facile. Et donc non seulement on rentre pas, et la presse internationale a quelque part accepté ce truc-là d'une certaine façon. Moi j'ai pas entendu énormément de cris. Et puis la deuxième étape, c'est qu'on les élimine les uns après les autres à Gaza pour qu'il y ait plus de témoins. Donc comment c'est possible de pas voir? C'est comme le nez au milieu de la figure. On invisibilise, on tue les témoins et voilà. Enfin je trouve qu'il y a un problème de manque de courage global des grands médias qui devraient rien que là-dessus en faire une affaire de principe majeure, quoi. On peut rentrer là où il y a des guerres. C'est comme quand Macron nous dit quand la police va taper sur un manifestant, messieurs les journalistes, merci de dégager parce que sinon vous êtes complices ou je sais pas quoi et vous partez quand ça tape. Ben non, en fait, nous on est là quand ça tape normalement, quoi. Ouais, être sur le terrain, c'est ça, être aussi journaliste. Et vous l'aviez évoqué aussi un peu tout à l'heure, Olivier Dubois, qui était à Libération, qui était aussi otage au Mali. Il y avait eu une mobilisation nationale, une journée même spéciale sur France Inter, ainsi que des tribunes dans plusieurs médias comme Le Monde. Pareil pour Lou Bureau, qui avait été détenu en Turquie, ou encore Oksana Saberi. Quel message est-ce que ça envoie de voir ces journalistes qui avaient reçu un soutien de la part des médias? Est-ce que on peut constater une solidarité un peu à géométrie variable dans la profession également?
Olivier Dubois, il était donc à Libération, donc employé de Patrick Drahi, Oui. qui soutient Emmanuel Macron. Donc quand vous êtes employé par quelqu'un qui soutient le président, je constate que la presse considère que c'est embêtant qu'on vous embête, quoi. Et quand vous êtes employé par un média qui ne soutient pas le président, je constate que c'est pas grave, en fait. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le prends, moi. Lisa. Je le prends comme ça aussi, oui, tout à fait, évidemment. Évidemment, et puis on a vu nous aussi cette semaine que c'était très difficile pour nous en tant que Blast d'interpeller le gouvernement seul. Voilà, seul, on était seuls. Et donc effectivement, on n'a pas la force d'autres médias comme Libération de défendre autant seul. Voilà, donc on a besoin de la profession. Solidarité. Voilà. Et on a besoin du soutien de la profession. On ne peut pas le faire seul. Et justement, quel signal aussi est-ce que ça donne à la démocratie quand on refuse de défendre ces journalistes qui ont été du coup criminalisés? Qu'est-ce que ça montre aussi de notre société française? Qu'est-ce que ça dit aussi de ce gouvernement? Parce que c'est des journalistes qui, en tout cas, Yanis a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions. Il a été aussi criminalisé par le gouvernement, parce que quand on dit ça a été instrumentalisé, quand on parle de selfie yacht ou de croisière s'amuse, et que c'est juste un gros coup de com', ça dit quoi aussi de la démocratie? Je pense que ça la discrédite, très simplement, parce que quand on voit le nombre de gens qui avaient place de la République ou dans plusieurs villes de France il y a quelques jours pour venir s'informer de ce qui se passe et en solidarité avec les gens qui ont essayé d'alerter sur le blocus à Gaza, moi j'ai l'impression qu'une grande partie de la population de ce pays comprend très bien ce qui se passe et exprime sa solidarité et son humanisme. Et à côté de ça, on a des dirigeants qui sont en dessous de tout et des grands médias qui sont lamentables. Mais après, plus ces gens vont être odieux et insupportables et dégueulasses, plus ils vont se couper de gens aussi. C'est-à-dire que, ils font ce qu'ils veulent, mais je ne sais pas en fait s'il y a tellement de gens que ça qui au bout d'un moment croient ces grands médias. Beaucoup de gens les regardent, mais est-ce qu'ils sont crus? Est-ce que ce pouvoir politique en France est respecté? Est-ce que François Bayrou, dans ses dernières déclarations, est respectable dans cette affaire? Moi, je ne suis pas sûr. Donc, je pense que l'écœurement de la population est grand. Et ces grands médias et ces gouvernements feraient mieux de s'interroger un peu, parce que là, s'il y a une partie importante de la population qui les déteste, ça va leur revenir dans la figure à un moment donné, quoi. Lisa, oui, on a pu constater aussi au moment donc c'était samedi dernier, au moment où Yanis filme 4 passagers de la flottille pour interpeller Emmanuel Macron, alors qu'il savait qu'il leur restait à peu près 36 heures avant d'être intercepté par Israël. On publie cette vidéo-là, et je sais aussi que tous les retours qu'il y a eu sous cette vidéo, tous les messages de soutien, tous les relais qu'il y a eu pour essayer d'interpeller le gouvernement, on voit aussi que l'opinion publique est en train de grandir en fait avec nous et contre ces grands médias-là et contre le gouvernement qui ne fait rien. Et donc on le voit aussi, ça, la mobilisation. Et justement, en même temps, on peut aussi questionner, on se rend compte aussi que le gouvernement criminalise cette solidarité. Ça a commencé avec le début du génocide à Gaza ou avec les manifestations interdites. Là, depuis quelques jours à République aussi, ils sont sur place. Ils ont été plusieurs fois aussi délogés par la police. Toutes les personnes aussi qui parfois se sont un peu trop prononcées sur la Palestine se sont vues le matin interpellées. Enfin, on voit quand même qu'il y a une forme de criminalisation des personnes qui portent la voix des Palestiniens. Oui, alors on le voit. Vas-y. On le voit aussi avec la marche pour Gaza au Caire. Oui. C'est-à-dire que les déclarations du gouvernement français sur les citoyens qui souhaitent se rendre là-bas est absolument à dénoncer, parce que il y a une forme de criminalisation avant même d'avoir fait quoi que ce soit. C'est-à-dire que on les a c'est le gouvernement qui instille quand même et qui muselle tous ceux qui veulent se mobiliser pour la Palestine. Tu veux réagir? Oui. Non, je trouve ça surréaliste. Moi, je suis plus très jeune, mais j'ai grandi à Alger dans les années 70 avec des parents qui avaient des copains proches de l'OLP, donc je connais un petit peu le sujet depuis un moment. Et en fait, ça fait juste combien d'années que ce peuple réclame juste le droit de vivre en sécurité sur sa terre, quoi. Enfin, ça fait depuis quand? Enfin, je sais pas, c'est soit 50 ans, 60 ans. Donc, on découvre pas le problème. Ça fait des années et des années et des années que ça se passe. Ça fait des années que une résistance palestinienne va employer des moyens très durs de combat pour essayer de se défendre et défendre ses droits. Et donc, Israël se défend. Enfin, je veux dire, c'est devant nos yeux depuis 60 ans. Donc,
c'est bien joli de continuer à laisser le truc se dégrader, de laisser les Palestiniens se faire traiter comme des Indiens en Amérique avec Israël qui veut conquérir ces terres. On se croirait au Far West, en fait. Ils vont les mettre dans des réserves indiennes à la fin. Enfin, c'est quoi l'idée, quoi? Donc c'est une dernière guerre coloniale du siècle, terrible, qui est claire et sur laquelle finalement tout le monde laisse faire avec le soutien de Trump. Donc bon voilà, il y a des puissances importantes qui justifient ça et il y a des peuples en colère partout dans le monde quand même. Ça remonte un peu le moral. Après, est-ce que les peuples arriveront à peser? Je sais pas. Bon, en tout cas, on a un peu cette impression-là parce qu'on a vu à République, il y a une forte mobilisation qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps de la part de la population française. Et ne serait-ce aussi qu'avec tous les convois qui ont été envoyés, on voit quand même que ce qui s'est passé avec la flottille Madeleine, ça, quand même, il y a eu un réveil. Même si, en tout cas, nous, on a constaté ça, c'est qu'il y a eu malgré tout un réveil. Et peut-être que... on espère un changement, en tout cas, des gouvernements dans le monde, et surtout du gouvernement français. Et puis la façon dont Netanyahou traite les Palestiniens depuis toutes ces années, il y a un moment donné aussi, moi je pense que ça va être, c'est préjudiciable pour le peuple israélien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette espèce de cynisme en permanence mis en scène sur les réseaux sociaux, où on se moque des victimes, etc. Et à un moment donné, ça passe pas. Donc il va y avoir une colère qui va monter dans le monde entier contre ce pays et son comportement, et ça va retomber sur les Israéliens. Donc Netanyahou, il est gentil, lui, il va se retrouver en prison, il va tomber dans 1 an, dans 2 ans, mais la population israélienne va être détestée dans une partie du monde. Donc il y a un moment donné, il faut aussi être responsable. Il faut voir le spectacle qu'ils mettent en scène avec leur bombardement continu de civils, leur cynisme absolu. Je sais pas, on attend la moindre déclaration un peu humaine en disant bon, ok, on va essayer de pas tuer des femmes et des enfants, même pas, quoi. Donc ça, c'est dévastateur pour l'image des Israéliens. Moi, j'aimerais pas me promener à leur place dans le monde dans les prochaines années, quoi. Et ça, c'est une responsabilité politique de Netanyahou actuellement, quoi. Lisa, est-ce que vous l'ajoutez? C'est aussi les responsabilités des gouvernements européens qui se taisent absolument sur tout ça. Et donc, c'est pour ça que l'opinion publique aussi, avec le réveil qu'il y a eu peut-être cette semaine en France, est d'autant plus fort. C'est-à-dire que face au silence des gouvernements, c'est la rue qui est prise, c'est la rue en France ou à République, et c'est les routes d'Égypte, avec le peuple qui s'en empare. Et Yanis n'est pas le seul, Rima aussi, Rima Hassan, donc l'eurodéputé qui donc a été interpellé et arrêté et mis en prison. Il n'y a pas eu, en tout cas, de déclaration, du gouvernement français, du gouvernement Macron, alors que c'est quand même la première fois dans l'histoire qu'une eurodéputée est arrêtée et qu'elle a été, aussi longtemps, arrêtée, pardon. Et donc, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit de la France? Qu'est-ce que ça dit de nos politiques? Et on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est parce qu'elle est franco-palestinienne? En tout cas, arrêter illégalement, ça s'appelle un kidnapping, Ouais. C'est juste interdit, c'est comme une exécution extrajudiciaire. Quand tu tues quelqu'un en dehors d'un processus judiciaire, c'est un assassinat. Donc là, on est sur une arrestation illégale d'une ressortissante franco-palestinienne. Bon, ce que montre la réaction de ce gouvernement et des macronistes, c'est que c'est encore une fois le 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que, quelque part... quand c'est des Arabes, c'est moins grave. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Je suis pas algérien, je suis pas arabe, mais quand c'est des Arabes, c'est pas grave, quoi. Et ces gens du pouvoir peuvent s'en dépêtrer comme ils veulent avec des déclarations de bonnes intentions, de tout ce que tu veux. Enfin, on vous voit, en fait. On voit que vos positions sont différenciées, qu'elles sont racistes. Ça se voit comme l'ennemi de la figure. Moi, je trouve qu'il y a un racisme d'État qui se voit. Alors après, il y a peut-être des Français qui sont contents de ça. C'est tant mieux pour eux. Moi, personnellement, non. Donc, je sais pas, Lisa. Moi, je te rejoins tout à fait. Et puis... Rima, elle représente quelque chose qui est, une femme franco-palestinienne qui parle, qui ouvre sa bouche, dont on entend sa voix, qui ne reste pas silencieuse. Et je pense que c'est une manière, encore une fois, de museler. Et pour finir, quelle forme d'action est-ce qu'on peut proposer justement aujourd'hui pour réaffirmer la place des journalistes ? Moi, il y a un truc qui me frappe, en tout cas, c'est quand tu vois le nombre de gens dans les rues en soutien de cette flottille et de cette histoire et de Yanis et des autres, tu te dis, mais en fait, ça fait quand même, je sais pas, on parlait de 50 000 personnes à la République. Bon, t'as envie de dire, mais votons, quoi. Enfin, voter, et à un moment donné, on va leur parler dans les urnes s'ils comprennent pas ce qu'on a à leur dire. Alors, je dis pas que c'est suffisant. Moi, des fois, je vote pas parce que tellement ça m'énerve, mais en vrai, je trouve qu'il y a quand même des pays à l'étranger où tu sens que
le vote d'un certain nombre de gens du pays peut avoir un poids et oblige les politiques à faire gaffe à ce qu'ils disent. Alors en France, je ne sais pas si les gens des quartiers votent pas assez ou quoi, mais il y a un moment donné, de toute façon, ils comprennent que ça, ces politiciens. S'ils ont 30% de gens qui disent « mais vous vous foutez de la gueule sur Gaza », ça va finir par peser sur leur réélection en tant que député, etc. Donc à un moment donné, il faut tout utiliser, je ne sais pas quel moyen, mais aussi, je pense, les urnes pour leur faire comprendre que juste cracher à la gueule des Palestiniens comme ça et des Arabes en général, c'est juste pas acceptable, quoi. Enfin, il faut faire un rapport de force, quoi. Et moi, je rajouterais qu'en tant que journaliste, continuer à travailler et à dénoncer ce qu'on dénonce en Palestine, que ce soit chez Off ou chez Blast, et rendre hommage à ceux qui prennent des risques comme Yanis l'a fait. Donc voilà, c'est ça, de continuer à travailler, continuer à informer, continuer. Nous, voilà, ça fait presque 2 ans qu'on ne lâche pas là-dessus et qu'on ne lâchera pas. Et on doit ça aussi à Yanis. Je peux terminer avec un petit signe d'espoir. Petit signe d'espoir. Moi, j'ai été longtemps pote avec des copains journalistes à France Télé qui font du bon boulot. Je parle de Cache Investigation ou de Complément d'Enquête, qui font 800 000 vues, 1 million de vues, 1 500 000 vues, etc. Ils essayent de faire le boulot, même s'ils sont sous des très très fortes pressions éditoriales et politiques. Mais quand je vois que les documentaires de Yanis font des fois plus d'1 million de vues sur la chaîne YouTube de Blast, ou que chez nous, on fait des fois aussi 1,5 million, 2 millions de vues avec nos documentaires, en fait, on a un impact au moins comparable à ce que fait France Télévisions aujourd'hui, avec 3 bouts de ficelle, très peu de subventions, en se faisant cracher la gueule par tout le monde. Et ça, je trouve que c'est un super signe d'espoir, parce qu'en fait, on impacte. YouTube, ça reste, tu peux y aller sans t'inscrire, comme la plateforme de France Télé, ça reste 10 ans, ça documente une histoire. Quand Yanis fait Netanyahou criminel de guerre, c'est un putain de film d'éducation populaire important qui va rester des années, et les gens le regardent, quoi. Donc, quand même, on pèse quelque part, beaucoup par la vidéo notamment, mais je trouve que c'est un signe d'espoir quand même. Et voilà. Et à France Télé, ils ont de moins en moins d'audience, et ça les inquiète, et je pense qu'ils ont raison, quoi. Et est-ce que peut-être qu'un jour, en tout cas les médias indépendants peut-être remplaceront les grands médias? En tout cas, dans le cœur d'une partie de la population, on voit bien que ça marche, quoi. Les gens, Blast est pareil, ils vous soutiennent, ils vous regardent, ils sont là, ils sont présents quand il faut financer. Là, on est en train de bouger la table, hein. Moi, je pense vraiment on est en train de faire quelque chose que le système n'a pas vraiment vu venir, il nous a méprisés, etc. Là, ils sont en train de se dire, waouh, il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc. Moi, quand le festival de journalisme du groupe Le Monde se dit, il faut quand même inviter Off Investigation, alors qu'on vraiment, nous, on défonce le système du matin au soir, je me dis, mais pourquoi ils nous invitent, en fait? Ils se disent, c'est quoi ces mecs-là, ils font quoi? Enfin, il y a un truc, ça les intrigue, quoi. Et en même temps, ils nous méprisent comme ils ont méprisé Yanis depuis une semaine. Mais faut pas lâcher, quoi. Il faut vivre debout, les regarder en face et leur dire qu'on va jamais rien lâcher, en fait. Exactement. Est-ce que, Lisa, vous voulez rajouter quelque chose pour conclure? Sur Blast, dans pas longtemps, on va diffuser une lettre de Yanis dans laquelle il écrit que si c'était à refaire, il le referait. Et je pense que ce serait ça mon mot de la fin, c'est-à-dire que Yanis est parti pour des raisons professionnelles et journalistiques qui l'honorent. Il va rentrer... fatigué. J'espère que... Fatigué, épuisé, laissez-le se reposer, à mon avis. Voilà, on sera là pour lui, on sera là pour la suite. Mais c'est important dans son message, si c'était à refaire, je le referais, puisque voilà, ça reste un travail pour dénoncer le sort des Palestiniens et uniquement ça. Voilà, c'est pas du militantisme, il le fait en tant que journaliste. Merci Lisa, merci Jean-Baptiste, et merci à vous, merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube Le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin pour installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive citoyenne pour développer notre chaîne d'infos populaires et indépendante sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias et je vous souhaite une excellente soirée.